Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de l'évolution d'une discipline et comment on est passé de l'optique à une science qu'on appelle désormais la photonique. Alors pour expliquer tout ça, je vais surtout m'intéresser à la manière dont on va manipuler la lumière en essayant de la concentrer à la fois dans l'espace et dans le temps. Et je prendrai différents exemples qui sont basés sur le territoire dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la Bourgogne. Et ces exemples s'étaleront du XVIIe jusqu'au XXIe siècle. Alors, avant de commencer, pour montrer toute l'importance qu'a pu prendre la lumière dans notre société, je voudrais rappeler qu'en décembre 2013, l'ONU avait décrété que 2015 serait l'année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière. Alors pourquoi l'ONU et l'UNESCO ont fait un tel choix ? Eh bien c'est parce que la lumière, elle est présente dans de nombreux domaines, que ce soit les sciences ou les technologies, mais aussi dans l'art et dans la société. Donc cette année 2015, elle a été portée par une personne, le professeur John Dudley de l'Université de Franche-Comté. C'est lui qui a été devant l'Assemblée générale des États-Unis pour soutenir, pour défendre ce projet. Et cette année mondiale de la lumière a eu une suite parce que il a été décidé que le 16 mai chaque année serait la journée internationale de la lumière. Alors aujourd'hui, je vais utiliser des exemples un petit peu partout sur la planète, mais aussi beaucoup en Bourgogne. Donc on verra que même si pour beaucoup d'entre vous, la Bourgogne n'est pas une terre d'optique, eh bien, il y a de nombreux exemples qui montrent le contraire. Et je vais aussi me balader au cours du temps en partant de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. Alors, la lumière, je vais m'intéresser à son comportement dans deux domaines. Et surtout à travers les applications. Donc les applications de la lumière, on en a dans de nombreuses illustrations. On a par exemple dans le domaine de l'énergie, tout ce qui est capteur solaire, dans le domaine des loisirs, dans le domaine des communications, dans le domaine du traitement des matériaux et dans le domaine également de la défense. Donc on montrera quelques exemples parmi tout ça. Et on verra que ce qui est crucial, c'est de réussir à concentrer cette lumière. La concentrer dans l'espace, donc essayer d'amener la lumière sur un seul point, ou bien la concentrer dans le temps, c'est-à-dire essayer de capturer la lumière à des instants extrêmement brefs. Alors je vais commencer mon petit voyage dans le temps en partant de l'Antiquité et en partant d'Euclide. Euclide, c'était un savant à Alexandrie, on voit ici le phare, et il est surtout resté dans la postérité pour ses travaux en géométrie. C'est le fondateur de la géométrie euclidienne. Mais on trouve aussi, parmi les écrits qui sont prêtés à Euclide, un traité d'optique et de catoptrique, c'est-à-dire la science des miroirs. Alors, pourquoi un géomètre s'intéresse à l'optique ? Eh bien, c'est parce que longtemps, les mathématiciens ont aimé ce sujet d'étude car c'est un tracé de rayons, les rayons lumineux, à travers des surfaces. Et donc, on sent que derrière, pour comprendre l'évolution de ces rayons, il y a des lois mathématiques sous-jacentes. Un autre savant antique extrêmement connu, Archimède, qui est connu pour la poussée qui porte son nom, mais Archimède, il n'a pas fait que ça. Archimède, c'était également un ingénieur militaire qui a largement œuvré à la défense de la ville de Syracuse lors des conflits qui opposaient Rome à Carthage. Alors, dans les techniques qu'il a développées, il y avait par exemple le levier qui permettait, suivant la légende, de déplacer les navires. Et il y avait aussi une autre arme qui était constituée de miroirs un petit peu spéciaux, des miroirs paraboliques, qui permettait de concentrer la lumière du soleil pour la réfléchir en un seul point, pour la concentrer sur un seul point, qui voyait donc sa température augmenter et qui du coup pouvait s'enflammer. On avait donc un moyen d'enflammer à distance les navires qui approchaient des fortifications de Syracuse. Alors ce type de défense, c'est resté un petit peu dans l'imaginaire collectif, parce que quand on regarde des séries de dessins animés comme les mystérieuses cités d'or, eh bien on voit que la cité d'or se protège grâce à un jeu de miroirs
qui permet de réfléchir la lumière du soleil en un seul point et de détruire ainsi les ennemis. Alors après cette période antique, eh bien, au niveau de l'Occident, il ne se passe pas grand-chose. Et les développements se passent dans le monde arabo-musulman médiéval. Et ainsi, on a des traités extrêmement avancés, comme le traité d'Ipsal en 1984. On a la loi de la réfraction qui est déjà sous-jacente dans ce traité, et tous les travaux d'Alhazen qui, en 1015, a fait un traité d'optique extrêmement avancé, bien plus avancé que ce qui était connu à la même époque dans le monde occidental. Donc là, ce qu'on peut repérer, c'est 1015, ce traité d'optique. Bien sûr, l'année 2015 de la lumière, c'était un moyen de rendre hommage à ce traité fondateur de l'optique. Alors, comme j'ai dit, à cette époque-là, dans le monde occidental, c'est le Moyen-Âge, qu'on traduit en anglais comme Dark Ages, les âges sombres, les âges sans lumière. Et il faut attendre la sortie du Moyen-Âge pour voir les progrès émerger. Et notamment, en 1609, on peut parler des progrès réalisés par Galilée, qui met au point la lunette qui porte son nom. C'est pas exactement l'inventeur de cette lunette. Elle avait été déjà proposée par un Hollandais. Lui, il est surtout resté célèbre pour les observations qui en ont découlé, les observations très précises de la surface de la Lune. Et puis bien sûr, ce qui l'a rendu célèbre, c'est ensuite les différentes controverses qu'il a générées. Et peu d'années plus tard, eh bien, on a les travaux de René Descartes qui propose les lois de la réflexion et de la réfraction. C'est contenu dans la dioptrique qui fait partie, qui est souvent accolé au discours de la méthode. Donc c'est dans cet ouvrage qu'on retrouve n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. C'est peut-être l'une des seules lois d'optique dont vous vous souviendrez dans quelques années. Alors, si Descartes est l'un des premiers à écrire ces lois et à les démontrer, faut savoir qu'il y a une époque similaire d'autres personnes qui ont travaillé sur le même problème, qui était à chaque fois de comprendre la vision humaine et comment on pouvait récupérer, former une image sur l'œil. Alors une autre personne qui a fait avancer le domaine de l'optique, ici on a une image de cette personne, on le voit avec les différents éléments qu'il a apportés à la science. Donc beaucoup de choses, on voit des développements en mathématiques, des développements en astronomie, que ce soit à travers les instruments d'observation ou bien à travers les lois qui le régissent, et puis un prisme qui montre comment la lumière peut se décomposer. Alors si vous ne l'avez pas reconnu, ce savant, il s'agit d'Isaac Newton, qui lui aussi s'est penché sur l'optique et notamment sur la composition de la lumière. Il a vraiment essayé d'avancer dans tout ce qui était compréhension des couleurs. Ainsi, on a des expériences comme la diffraction de la lumière. Donc là, on est en 1704. Et en 1704, on commence à avoir beaucoup de choses qui peuvent expliquer le comportement de la lumière. Et en fait, on a toutes les bases de l'optique traditionnelle. Donc si vous voulez faire des lunettes, si vous voulez faire des instruments d'optique, même élaborés, des lentilles, vous avez déjà toutes les lois qui sont présentes, qui vont vous permettre de faire des bons instruments. Alors on va voir maintenant quelques exemples d'utilisation de ces lois en Bourgogne. Et le premier exemple que je voulais mentionner, il s'agit des travaux de Buffon. Alors Buffon, c'est quelqu'un qui est rattaché à Montbard, et qui est surtout connu pour ses travaux au niveau des sciences naturelles. Mais il a aussi participé à l'optique, et notamment il a essayé de recréer un petit peu les miroirs ardents, qui était la légende qui était attribuée à Archimède. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il a fait ?
eh bien, il a pris des miroirs, et ce qui est très important dans ces miroirs, c'est de réussir à concentrer toute la lumière en un seul point. Donc pour ça, il a imaginé des nouvelles formes de miroirs qui ne sont pas basées sur un miroir unique, mais sur un miroir divisé en plein de sous-miroirs qui vont pouvoir être orientés les uns indépendamment des autres, si bien qu'on est sûr vraiment d'optimiser la focalisation de la lumière en un seul point. Et à partir de ces nouveaux miroirs, dont on voit là ici une reconstitution qui a été faite, Buffon a pu faire une démonstration devant le roi Louis XV, le fils du roi Soleil. Il a utilisé un miroir composé de 360 petits miroirs et grâce à ça, il a pu enflammer des bâtiments de bois situés à plusieurs dizaines de mètres. Donc là, on voit qu'il a bien validé cette légende d'Archimède. Par contre, bien sûr, pour que ça marche, il faut que le temps soit bien ensoleillé. Ça peut limiter quand même l'intérêt au niveau militaire. Et puis il a montré aussi qu'il pouvait atteindre une chaleur telle que les métaux pouvaient fondre. Par exemple l'étain ou bien l'argent. Pour fondre de l'argent, il faut quand même monter à une température supérieure à 1000 degrés Celsius. Donc là, on voit toutes ces contributions de Buffon. Et il a aussi proposé ensuite des formes encore plus élaborées qui permettaient de gagner au niveau des performances. Alors ce qu'il faut voir, c'est cette approche où au lieu d'utiliser un miroir monobloc, on utilise tout plein de petits sous-miroirs. C'est une approche en fait très moderne, car dans tout ce qui est radiotélescope par exemple, on va utiliser comme ça une succession d'hexagones qui vont être parfaitement ajustés pour bien récupérer ou envoyer un signal. Donc ça, c'est des concepts qui datent du XVIIIe siècle, mais qui sont extrêmement modernes. Et une illustration un peu de ce concept, c'est aussi, à une taille beaucoup plus grande, le grand four d'Odeillo. Alors c'est ici un four solaire qu'on peut trouver à Font-Romeu, donc en France, qui date de 1970. Donc on n'a pas attendu la mode des énergies renouvelables pour s'intéresser en France au solaire. Dans les années 70, suite notamment au premier choc pétrolier, la France pouvait être leader sur cette thématique. Ici, le but du grand four solaire d'Odeillo, c'est pas de produire de l'énergie, c'est pas de produire de l'électricité. Là, le but c'est d'avoir un four, donc pouvoir chauffer localement. Et pour faire ça, vous voyez, on a toute une colline qui est occupée par des miroirs qui peuvent chacun être contrôlés au niveau de la direction. Et donc, du coup, toute la lumière qui va frapper cette colline va être envoyée sur le grand miroir parabolique qu'on a ici, qui va ensuite concentrer toute la lumière sur la tour qu'on a ici, où là, on va avoir l'élément à chauffer. Alors, les températures qu'on peut atteindre sont quand même assez conséquentes, 3500 degrés au centre du four. Et là, le gros avantage, c'est que ce chauffage, on peut le stopper immédiatement. Il suffit de couper la lumière qui arrive sur le four. Alors, c'est un four qui est encore utilisé de nos jours. Il est lié au CNRS. Et son but, c'est vraiment d'étudier le comportement des matériaux. A noter que cette installation scientifique, elle est aussi classée monument historique depuis 2009. Alors, je voulais maintenant parler, toujours dans cette idée de concentrer au maximum la lumière, d'un autre bourguignon, beaucoup moins célèbre que Buffon. Et lui, il n'est pas associé à Montbard, il est associé à une autre ville de Côte d'Or, qui est, je ne sais pas si vous avez reconnu derrière la photo, qui est ce mur en ossois. Alors, Augustin Mouchot, il fait partie des savants qu'on a un petit peu oubliés, mais qui a connu son heure de gloire au XIXe siècle. Et son œuvre principale, c'est notamment un ouvrage qui s'intitule « La chaleur solaire et ses applications industrielles ». Vous voyez, la date de publication, c'est 1869, donc bien avant qu'on s'intéresse à l'énergie solaire. Et pourquoi il était motivé vis-à-vis de cette chaleur solaire? C'est que, à l'époque, lui, il voyait déjà la fin des énergies fossiles et se disait que dans certaines colonies d'Afrique, ça pouvait être très pertinent d'utiliser le soleil pour chauffer plutôt qu'aller déboiser, par exemple, le peu de forêt qu'il y a. Alors, ce qui l'a rendu célèbre, c'est par exemple
sa machine solaire qu'il a présentée à la grande exposition universelle de Paris. Donc là, on voit une illustration de sa machine solaire, qui a fait la une, par exemple, de journaux comme l'Univers Illustré, qui était un grand journal à l'époque. Cette machine solaire, elle est composée d'un collecteur qui va concentrer toute la lumière qu'il va recevoir, et cette lumière, elle va être concentrée sur une chaudière, où on va avoir un liquide, de l'eau qui va chauffer, et derrière, entraîner une machine mécanique. Donc ça, c'est l'invention de Mouchot. Elle a eu la médaille d'or de l'exposition universelle de 1878 à Paris. Donc quelque chose qui a été vraiment remarqué à l'époque, mais malheureusement, il n'y a pas forcément une suite à ces travaux, en tout cas pas au début du XXe siècle. Alors quand on regarde des installations récentes, ici c'est la centrale solaire d'Ivampa, on voit qu'on reste sur le même concept, c'est-à-dire qu'on a ici des miroirs, un très grand nombre de miroirs, qui vont concentrer toute la lumière qu'on a sur un seul point, qui est ici le sommet de la tour. Et là, on a une chaudière qui va ensuite faire tourner une turbine, et c'est comme ça qu'on va avoir de l'électricité qui va être générée. C'est en utilisant les mêmes concepts que le four d'Odeyo ou que la machine solaire de Mouchot. Alors ça, cette centrale solaire a été réalisée en 2014 pour un coût de 2,4 milliards de dollars, c'est-à-dire que ça reste des investissements très conséquents, et c'est 173 500 miroirs qui sont orientés constamment au cours de la journée, bien sûr de manière automatique, pour suivre au mieux la course du soleil et avoir toujours la lumière envoyée en haut de la chaudière qui est située sur le haut de la tour. Donc voilà, c'est d'autres vues de cette centrale solaire. Alors, il y a quand même eu des progrès au 19e siècle. On n'en est pas resté totalement à ce qu'a prévu Newton, Descartes et les savants précédents. Au 19e siècle, il y a notamment un point important qui est apparu, c'est que la lumière est une onde qui peut être décrite par un formalisme ondulatoire, et plus précisément, c'est une onde électromagnétique qui va du coup vérifier toutes les lois des ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle les lois de Maxwell. Donc qu'on considère des micro-ondes, des ondes hertziennes, des UV, des infrarouges, ou bien la lumière visible, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques qui sont décrites seulement par 4 équations qui prennent en compte cette nature ondulatoire de la lumière ou des autres champs électromagnétiques. Donc dans cette compréhension, il y a eu des ouvrages qui ont eu beaucoup de succès. Il y en a notamment eu un traité d'optique physique rédigé par M. Billet. Et si vous regardez qui était M. Billet, il était professeur de physique à la faculté des sciences de Dijon. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'université de Bourgogne encore, on parlait encore moins d'université de Bourgogne-Franche-Comté, on parlait de faculté des sciences de Dijon. Et M. Billet, il s'est intéressé à comprendre tous ces processus ondulatoires, et notamment qu'est-ce qui se passait quand on avait deux ondes lumineuses qui se superposaient. Dans ce cas-là, on observe des interférences, et pour mieux les comprendre, M. Billet a développé des dispositifs spécifiques qui permettaient vraiment d'avoir une meilleure précision sur toutes ces observations. Donc c'est un dispositif qu'on utilise encore pour certains travaux pratiques, qui s'appelle la bilentille de Billet. Donc il y a un amphi à l'UFR de Sciences et de Vie qui s'appelle l'amphi Billet, en hommage à cet ancien doyen de la faculté des sciences. Alors tout semblait au début du XXe siècle être désormais compris et plié, et eh bien non. En fait, il y a quelque chose qui a tout remis en cause, c'est les travaux d'Albert Einstein. Et lui, il va interpréter la lumière non plus uniquement comme une onde, mais aussi comme étant constituée de particules de lumière qu'il a appelées les photons. Alors ces particules sont un petit peu spéciales, parce que c'est des particules qui existent, mais qui n'ont pas de masse. Donc ça, c'est déjà un petit peu compliqué. En plus,
c'est les particules qui peuvent aller le plus vite au monde. On ne peut pas aller plus vite que ces particules de lumière qu'on appelle photons. Alors tout ça, c'est parti d'une question qui restait en suspens. C'était un petit quelque chose qui n'était pas encore expliqué, c'était comment la lumière pouvait donner un courant électrique. Et c'est grâce à la conversion de ces photons en électrons qu'a expliqué Einstein qu'on peut avoir cette transformation de photons en électrons. Et ça, bien sûr, ça a donné tout ce qui est centrale photovoltaïque qui génère directement un courant électrique, sans passer par une chaudière, par une turbine à chaleur. Donc les centrales photovoltaïques, il y en a au Bourgogne, il y a une des plus grandes centrales de France qui est située à Massangy, donc c'est dans l'Yonne où il y a plusieurs hectares qui sont couverts de panneaux solaires. Donc c'est 700 000 panneaux et 140 hectares de couverts pour une puissance générée de 56 MW. Ces travaux d'Einstein, ça n'a pas permis uniquement de comprendre le photovoltaïque, ça a vraiment été l'ingrédient d'une révolution qu'on va trouver dans tous les domaines. Et ça a donné, à la fin du XXIe siècle, naissance à une nouvelle branche qu'est la photonique. Alors pour comprendre ce qu'est la photonique, c'est intéressant de se rappeler un petit peu comment a évolué la science qui s'occupe des électrons. Pendant longtemps, la science qui s'occupe des électrons, ça a été l'électricité. Et puis, au XXe siècle, il y a une révolution et l'électricité est plutôt devenue l'électronique, la science des électrons. Eh bien, la science qui au départ était dédiée aux photons, c'était l'optique. Et en ce XXIe siècle, maintenant, on parle de plus en plus souvent, non plus d'optique, mais de photonique, c'est-à-dire la science qui manipule les photons. Alors, on n'a pas électronique d'un côté, photonique de l'autre, les deux sont couplés, et on a une sous-branche qui s'appelle l'optoélectronique, qui va faire le lien entre d'un côté l'électronique et de l'autre côté la photonique. Mais bon, cette photonique, il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sera peut-être la révolution du XXe siècle, et qu'elle tiendra dans le siècle à venir un rôle aussi important que l'électronique a pu tenir dans le siècle précédent. Et ça, c'était notamment l'une des motivations pour cette année internationale de la lumière. Alors, peut-être que l'élément le plus emblématique de la photonique, c'est le laser. Le laser, c'est pas moins de 20 prix Nobel, que ce soit pour la conception du laser ou bien pour son utilisation pour des progrès majeurs des sciences. Dedans, dans ces 20 prix Nobel, il y a deux Français, Albert Kassler et Claude Cohen-Tanucci. Alors qu'est-ce qui fait que le laser c'est si particulier par rapport par exemple à une simple ampoule? Si on regarde la puissance, une ampoule ça peut générer jusqu'à 100 watts de lumière, or qu'un laser, ça peut être des fois très modéré, ça peut être quelques milliwatts. Donc si on regarde juste la puissance émise, l'avantage n'est pas forcément au laser. Par contre, il y a une grosse différence, c'est que votre ampoule traditionnelle, elle va éclairer dans tout l'espace, alors que le laser, lui, il va uniquement éclairer un point. Donc si on fait le rapport entre la puissance et la surface éclairée, là, ce rapport, il est bien en faveur du laser. On aura beaucoup plus de puissance par unité de surface dans le cas d'un laser, parce que toute l'énergie, même si elle est beaucoup plus faible, elle est concentrée en un seul point. Donc en ce point-là, on a vraiment tout ce qui sort du laser. Alors que ce qui sort de l'ampoule traditionnelle, ça va éclairer la totalité de l'espace. Donc sur un point, on ne va pas récupérer grand-chose. Donc on voit ici que le laser, son avantage, c'est que c'est une lumière qui est intrinsèquement concentrée dans l'espace. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que le laser, il y a une couleur qui est bien définie, alors que l'ampoule traditionnelle, ça va émettre d'un coup l'ensemble des couleurs du spectre lumineux. Donc là, on a une source exceptionnelle qui est intrinsèquement concentrée dans l'espace et aussi sur une seule couleur. Et ça, du coup, ça ouvre la porte à tout plein de nouvelles applications. Alors, au départ, bien sûr, il y a toutes ces applications qui sont liées à la science-fiction. Le sabre laser dans les Star Wars n'existe pas. L'étoile de la mort, on ne sait pas encore la construire. Et les lasers
de défense dans l'espace, on n'a toujours pas l'USS Enterprise. Alors, par contre, on commence à voir des applications dans le domaine militaire, notamment aux États-Unis, où il y a eu des essais de monter un laser sur un avion pour, par exemple, détruire des missiles intercontinentaux de l'air. On a aussi, sur les terrains d'opérations militaires terrestres, des lasers qui peuvent être montés sur des véhicules pour aveugler les adversaires ou bien pour détruire des mines à distance. Mais peut-être que là où actuellement les lasers vont connaître leur développement les plus concrets, c'est dans le domaine de la défense aéronavale, parce que le laser, ça peut être une solution pour répondre à un nouveau type de menace. Avant, la principale menace des bâtiments maritimes, c'était les avions de chasse. Et ça, il y avait tous les missiles qui permettaient de protéger les bâtiments. Maintenant, une nouvelle menace, c'est les drones qui ont une taille beaucoup plus réduite, qui sont plus durs à détecter et qui sont du coup aussi plus durs à détruire. Et là, le laser, ça peut permettre vraiment d'avoir une solution pour détruire des drones qui approcheraient d'un navire. Donc il y a maintenant des tests de développement laser dans ce domaine. Alors, il y a eu des applications détournées des lasers aussi, notamment en France, où on a utilisé des lasers surpuissants, des lasers mégajoules, donc avec une énergie colossale, pour recréer sur une infime quantité de combustible nucléaire ce qui se passait avant dans les essais nucléaires. Les essais nucléaires sont interdits depuis les années 2000. Et du coup, il faut un autre moyen pour tester la validité des différents modèles de simulation. Et c'est fait maintenant grâce à un laser qui va comme ça stimuler une micro-explosion nucléaire sur seulement 1 gramme de combustible. Là, c'est pas en fait un laser, c'est 176 faisceaux laser qui convergent d'un coup sur la cible. Et puis en France, là c'est plus pour des applications militaires mais des applications visibles, on a aussi l'un des lasers les plus puissants du monde, c'est même le laser le plus puissant du monde, qui s'appelle Apollon, en référence au dieu du soleil, où là on va atteindre des puissances maximales colossales de 5 pétawatts, ce qui est gigantesque et ce qui va permettre d'explorer des nouveaux états de la matière. Donc quelque chose d'extrêmement prometteur pour plein de recherches fondamentales. Alors, tout ça, c'est dans le cadre des laboratoires, c'est en cours de développement, mais le laser n'est pas confiné à ce qui se passe dans des laboratoires avec des dispositifs extrêmes. Non, on les trouve d'ores et déjà bien dans l'industrie, notamment pour tout ce qui est application sur les matériaux. Alors ça peut être de la découpe de matériaux, ça peut être de la soudure. Donc grâce au laser et avec cette lumière qui est concentrée en un seul point, on évite des températures très importantes, ce qui va permettre vraiment de faire des choses qui n'étaient pas possibles par d'autres technologies. Donc c'est un outil qui s'est vraiment implanté dans le domaine de l'industrie et le chiffre d'affaires c'est plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d'euros chaque année. Et puis un autre domaine, encore une fois hors du militaire, où le laser et la lumière ont trouvé une application, c'est le domaine de la communication. Alors pour ça on n'a pas attendu les lasers, dès l'Antiquité un phare permettait de signaler la présence d'un danger à une longue distance, de la signaler quasiment instantanément. Le phare, c'est la construction qui était sur l'île de Pharos, près d'Alexandrie. Et en anglais, il ne faut pas oublier que phare, ça se traduit comme lighthouse, la maison de la lumière. Et on a d'autres dispositifs de communication lumineux qui ont été développés. Là, on a les télégraphes Chappe. Là, on a la muraille de Chine. Là, c'est un dispositif également lumineux de communication qui a été utilisé jusque dans les années 60 dans l'armée. Tout ça, ça avait quand même un petit souci, c'est que dans les conditions météorologiques mauvaises, du brouillard, de la pluie, on avait une longueur de transmission qui était beaucoup plus faible, et puis on n'avait pas forcément une communication
qui était sécurisé. Donc l'objectif, ça a été de trouver un canal de communication beaucoup plus performant où la lumière, l'information qu'on veut transmettre serait beaucoup plus concentrée. Et ça a été rendu possible grâce à la fibre optique. La fibre optique, ça a été proposée en 1965 par Charles Kao, qui a reçu il y a quelques années le prix Nobel pour ça. Et la structure de la fibre optique, c'est relativement simple. C'est un fil de verre dans lequel on a un cœur qui a un indice optique légèrement supérieur à la gaine qui l'entoure. Et ça va permettre de confiner la lumière à l'intérieur de ce cœur, qui au niveau de la taille est extrêmement réduit. C'est pas plus de 10 microns. Donc vous voyez, c'est 1/10 de la taille d'un cheveu. Donc on va enfermer la lumière à l'intérieur de ce cœur et comme ça, elle va pouvoir se propager. Et la fibre optique, ça a beaucoup d'intérêt. On a très peu de pertes de la lumière, la communication est sécurisée, le débit peut être considérable et là on n'est pas sensible à tout ce qui est parasite et aux conditions ambiantes. Donc tout ça, ça a permis de constituer vraiment les tuyaux pour transmettre les informations à très haut débit. Donc on peut citer tout ce qui a fait les succès du net. Si les applications c'est quelque chose, le côté data center aussi, mais il ne faut pas oublier le côté tuyau de transmission. S'il n'y avait pas le tuyau pour transférer toutes ces données, on n'aurait jamais eu toutes ces applications. Et c'est là où la fibre optique a joué un rôle majeur. Et la fibre optique, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà bien présent. En 2012, c'était 250 millions de kilomètres qui ont été installés, ce qui est plus que la distance de la Terre au Soleil. Et un autre chiffre que je voulais vous donner sur la fibre optique, c'est le débit. Donc en 1966, donc au balbutiement de la fibre optique, pour en faire sa pub, les industriels annonçaient un débit qui semblait extraordinaire d'1 gigabit par seconde, donc 1 milliard de bits d'information en une seule seconde, soit l'équivalent de 200 chaînes de télévision ou 200 000 lignes de téléphone. En fait, ils se sont trompés. C'est souvent le cas au début d'une nouvelle technologie. On veut la vendre, donc on a tendance un petit peu à gonfler les chiffres. Bon, c'est pas 1 giga. Ils se sont trompés de quelques ordres de grandeur. Et leur nombre, au final, est complètement faux. Parce qu'en janvier 2018, donc il y a quelques mois, c'est la barrière des 10 pétabits par seconde qui a été franchie. Et 10 pétabits, c'est 10 puissance 16 informations par seconde, donc 10 millions de milliards d'informations en une seule seconde sur un seul câble de fibre optique. Donc c'est colossal, c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer au début de la fibre optique. Alors sur ces fibres optiques, il y a plein de travaux qui sont encore en cours, notamment à l'Université de Bourgogne, au sein du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, où on essaie de jouer avec les structures de la fibre optique et de manipuler au mieux la lumière qui se propage à l'intérieur du matériau. Parce que cette lumière va quand même être affectée par plein de choses différentes. Et un des objectifs qui est poursuivi dans ce laboratoire, c'est d'aller plus loin dans la concentration de la lumière et d'enfermer la lumière dans un petit guide optique qui serait par exemple fait de silicium, avec comme objectif derrière d'incorporer tout ça sur des puces optiques, où la lumière serait vraiment utilisée comme les électrons sur une puce d'ordinateur. Et sur ce type de technologie, on a tous les grands noms de l'informatique qui sont présents, parce que les enjeux au XXIe siècle vont être très importants. Et là, typiquement, la taille de ce qu'on appelle ces guides de lumière, elle est inférieure au micron, donc on rentre dans le domaine des nanotechnologies. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première partie qui est la plus longue, où je m'intéressais à la manière dont on pouvait concentrer la lumière en un seul point, jusqu'à des tailles qui sont inférieures au micron. Maintenant, je vais parler comment on peut saisir la lumière dans le temps. Saisir la lumière dans le temps, c'est par exemple faire une peinture, c'est arrêter une image à un instant. Donc la peinture, c'est très bien, sauf qu'il faut du matériel, il faut du temps et il faut aussi un petit peu de talent. Mais ça reste un outil qu'on peut utiliser pour faire passer
une impression, quelque chose de subjectif, ou bien au contraire quelque chose de très objectif, comme les dessins d'observation. On a pu aussi utiliser le dessin et la peinture comme photographie d'un événement historique, sauf que là, bien sûr, l'artiste ou bien la personne qui a commandé l'œuvre peut mettre sa vue dans le portrait qui en résulte. Tout ça, ça a pu changer avec la photographie. La photographie, elle a émergé vers 1827, donc 19e siècle, et le nom à associer à la photographie, c'est le nom de Nicéphore Niepce, qui est quelqu'un de Châlons. Donc un Chalonnais, un Bourguignon. Lui, il n'a pas travaillé directement sur l'appareil photographique, ça n'a pas été ça sa contribution. Il a travaillé sur l'émulsion, c'est-à-dire la préparation chimique qui va permettre vraiment de capturer la lumière et de la figer. Et voilà la première photographie qu'il a prise de la fenêtre de son balcon. Et alors le terme photographie, c'était pas encore ce terme-là qui s'était imposé. Il avait choisi un nom que je trouve très bien, c'était héliographie. Hélio, c'est le soleil, donc écrire avec le soleil. Donc là, pour la première fois, il avait trouvé un processus chimique qui permettait vraiment de fixer la lumière et les ombres, donc d'avoir la première photographie. Un autre nom qu'on peut associer aux développements qui ont eu lieu au XIXe siècle, c'est le nom d'Étienne Jules Marais. Donc Étienne Jules Marais, lui, il n'est pas originaire de Châlons, il est originaire de Beaune, donc toujours en Bourgogne, et c'était un physicien et un docteur. C'était un physiologiste qui s'intéressait à décomposer le mouvement. Et lui, ce qu'il voulait, c'était multiplier les clichés pour avoir une décomposition très précise du mouvement d'un animal ou d'un humain, une description plus précise que ce que l'œil pouvait percevoir. Donc pour ça, il a imaginé un canon photographique qui lui permettait d'enchaîner les prises de vue. Il l'a fait en 1882. Et grâce à ça, il a pu progresser sur sa description du mouvement. Et là, on voit par exemple le mouvement d'un oiseau. On voit bien les différentes phases de son mouvement qu'il a pu saisir grâce à son canon photographique. On voit aussi par exemple ici la démarche d'un légionnaire qui est décomposé. Alors, avec ce fusil photographique, il a pu prendre différentes vues et avec d'autres techniques, il a pu comme ça décomposer le mouvement d'athlète. Pour aller plus loin, pour mieux comprendre encore ce mouvement, il a pu aller plus loin dans l'abstraction et notamment essayer de tirer des lois géométriques. Et pour ça, il a décomposé le corps en différents segments. Donc là, on voit plus nettement la décomposition précise des différentes parties du corps qui évoluent lors du mouvement. Donc on peut comme ça mesurer l'évolution de chacune des parties les unes par rapport aux autres. Alors comment il a pu réussir à faire ça ? En fait, c'était assez astucieux et assez simple. Il mettait juste la personne qui bougeait avec un costume noir où il y avait juste les segments ici blancs qui lui permettaient de réfléchir la lumière et comme ça d'imprimer le mouvement. Donc ça, c'était ce qu'il appelait la chronographie géométrique et c'est en fait l'ancêtre de quelque chose de beaucoup plus actuel qui est le motion capture. Donc le motion capture, c'est ce qui est utilisé pour reconstituer les mouvements de personnes qui évoluent et ensuite faire tout un traitement 3D par des images de synthèse. Et bien sûr, quand on est capable d'enchaîner les prises de vue rapidement, on a l'outil qui derrière peut donner l'impression du mouvement. Et là, on a le premier film de l'histoire qui s'appelle La Vague en 1891. Donc c'est un film de quelques images seulement, de quelques secondes seulement, mais c'est la première fois là qu'on a clairement une succession d'images animées. Mais le cinéma, c'était pas du tout son ambition. Donc le cinéma a été développé par d'autres personnes de l'autre côté de l'océan. D'autres noms qu'on peut associer à la grande histoire de l'optique et du cinéma, à Dijon, c'est la société Berthaud et le développement d'un objectif qui a révolutionné à l'époque le domaine, c'est le Pansinor. Donc ça a été développé à Dijon. C'est un objectif qui a été utilisé pendant plusieurs décennies
pour la prise de vue de grande qualité. On a aussi une autre personne à mentionner en Bourgogne qui a un rôle crucial dans tout ce qui est nouvelles technologies de l'information. Alors, dans tout ce qui est développement de l'informatique. Ça peut paraître assez paradoxal parce que cette personne, il s'agit de Joseph Fourier, qui est mort en 1830, à une époque où on ne parlait absolument pas d'ordinateur. Et Joseph Fourier, il est connu pour un ouvrage qui parlait de la chaleur, la manière dont elle pouvait se propager. Sauf que dans cet ouvrage, pour expliquer sa théorie de la chaleur, il introduit un modèle et des concepts qui ont permis d'ensuite de développer tout un système d'analyse mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier, qui s'est avéré être essentiel à toute la société de l'information et à l'Internet. Par exemple, si vous ouvrez une image JPEG, qui est le standard de transmission des images, eh bien, derrière, ce que vous avez, c'est la transformée de Fourier. Donc, il y a, dans tout ce qui est traitement d'image, tout ce qui est traitement de la vidéo, d'informations binaires, il y a derrière les contributions de Fourier, même s'il n'avait aucune idée des contributions, de l'application de ces contributions, c'est vraiment lui qui a permis des avancées majeures dans le domaine de la théorie de l'information. Et on parle beaucoup, par exemple, d'optique de Fourier, même si Fourier n'a pas forcément fait d'optique à son époque. Alors pour en rester sur Fourier, hein, il est originaire d'Auxerre, et on pourrait trouver dans la ville d'Auxerre une statue en son honneur. Malheureusement, cette statue n'existe pas parce qu'elle a été coulée lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc actuellement, il y a une souscription qui est nationale, qui est ouverte. 2018, c'est l'année Joseph Fourier, parce que ça fait 150 ans qu'il est né. Et donc, si vous avez quelques deniers à donner, vous pouvez participer à cette souscription nationale. Alors, pour terminer, eh bien, l'idée, c'est d'essayer de capturer cette lumière de plus en plus vite. Et pour ça, il y a eu des progrès dans les technologies avec des caméras hyper rapides. Là, sur cette caméra, ce que vous voyez, c'est une balle qui sort du canon d'un revolver. Et pour avoir ce niveau de détail, il faut 1 million d'images par seconde. Vous verrez jamais à l'œil nu la balle qui sort du revolver. Donc on voit là qu'on a des technologies extrêmement précises avec des capacités vraiment à saisir un instant extrêmement bref. Là, 1 million d'images par seconde, ça veut dire que c'est 1 microseconde pour chaque image. C'est 1000 fois plus rapide que la photo finish qui permet d'avoir la milliseconde. Et on est capable encore de faire plus vite. Là, sur cet exemple, peut-être que ça ne va pas forcément vous impressionner, mais ce qu'on voit, eh bien, c'est un faisceau lumineux. Qu'est-ce qui est impressionnant? Eh bien, il faut se rappeler une petite chose que j'avais dit quand j'ai parlé d'Einstein, c'est la vitesse de propagation de la lumière. La lumière, ça se propage à 300 000 km par seconde. Ça veut dire que ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est des photons qui se propagent à 300 000 km par seconde, donc à une vitesse extrêmement élevée. Du coup, ici, l'unité de temps qu'on a, c'est des nanosecondes, donc 1 millième de millionième de seconde, donc 1 milliardième de seconde. On voit vraiment ici qu'on a des outils qui permettent comme ça de voir des choses extrêmement brèves. Et là, ça suffit pas encore. Parce que même si on a quelque chose qui est capable de se déplacer à 300 000 km/s, si on est capable de prendre plusieurs milliards d'images par seconde, il y a des fois, on a envie de voir encore des choses plus brèves. Et ça, on peut le comprendre. Parce que les télécommunications optiques, si on veut passer des dizaines de milliards d'informations par seconde, eh bien, il faut être capable de caractériser chaque bit d'information. Donc pour ça, il va falloir utiliser aussi des méthodes bien spécifiques. On va développer des méthodes aussi tout optiques, où si on a un train d'impulsion, eh bien, au lieu comme ça de le prendre directement, on va essayer de le reconstituer par morceaux, par exemple grâce à un stromboscope qui va venir éclairer certaines périodes, donc avec des impulsions encore plus brèves que ce qu'on veut détecter. Et grâce à tous ces petits morceaux, on va recomposer la forme de l'impulsion qu'on veut détecter. Donc grâce à ça, on arrive, par exemple au laboratoire
de l'Université de Bourgogne à faire des dispositifs très évolués pour les télécommunications optiques qui nous permettent de voir vraiment des détails extrêmement brefs. Et l'un des objectifs qui est poursuivi par d'autres équipes, c'est d'utiliser encore des choses qui sont beaucoup plus rapides. Et là, l'idée, pourquoi chercher des petits flashs de lumière qui feraient 10 puissance moins 15 femtosecondes, c'est-à-dire un millionième de milliardième de seconde, eh bien, c'est pour aller voir ce qui se passe au niveau des molécules qui bougent. Donc ça, c'est pour comprendre vraiment les vibrations des molécules, donc vraiment au niveau de la matière, des éléments, et pouvoir aussi influer sur le mouvement de ces molécules. Donc c'est pour ça qu'on va chercher à toujours aller plus court, d'être plus précis. Bon, j'en ai terminé pour un petit peu tout ce panorama qu'on peut faire concernant l'optique, la photonique, comment on peut concentrer la lumière dans l'espace ou dans le temps, et différents développements qui ont eu lieu au cours des siècles passés en Bourgogne. Je vous remercie de votre écoute.